Bonsoir à tous. Nous entamons à partir de ce soir une série de débats pour décrypter la grande interview du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani. Dans ce décryptage, nous irons à la rencontre de nos concitoyens issus de toutes les couches de notre société qui vont livrer leurs sentiments sur les thèmes développés par le chef de l'État dans cette interview qui a duré 5h43 d'horloge. Une interview où le président de la République a profité pour évoquer tous les sujets d'actualité concernant la vie de la nation, mais aussi les sujets d'actualité brûlante tant sur la scène nationale que dans la sous-région et même à l'international. Pour ce premier débat spécial décryptage de la grande interview du chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani, nous avons convié sur ce plateau les acteurs de première heure qui ont accompagné la refondation et qui vont nous livrer leurs opinions sur l'interview accordée à la RTN par le président de la République. Nos invités sont M. Bana Ibrahim, acteur de la société civile, juriste, communicateur. Monsieur Sanoussi Mohamed, secrétaire général et coordinateur national par ordre du mouvement M62. Et Monsieur Lamine Suleiman, journaliste, analyste politique. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons décrypter la grande interview du chef de l'État diffusée le vendredi dernier sur les antennes de la RTN, la radio et télévision du Niger. Alors, quels sont vos premiers commentaires sur cette interview? Quels sont les sujets qui ont attiré davantage votre attention à l'occasion de cette interview fleuve du chef de l'État? Qu'est-ce qu'on peut retenir des principaux sujets évoqués par le président de la République, notamment sur la sécurité, la gouvernance, l'économie et la diplomatie? Vos avis et autres réactions dans ce débat. Et pour entamer cette émission, cette question, quel premier commentaire vous suscite la grande interview du chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani? Mais avant, un mot sur la visite de 40 heures du chef de l'État en Algérie. Monsieur Bana Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Blanc Commencement. C'est un plaisir toujours de vous retrouver et de participer à l'éclairage sur l'actualité de notre pays au profit de nos populations, que ce soit au Niger ou à l'international. Comme vous l'avez dit, on ne peut pas commencer ce débat sans revenir sur cette actualité et qui est une appréciation toute positive. Moi, je fais partie de ceux qui, dès les premières heures, avaient souhaité, après la solidarité agissante que nous avons témoignée à notre pays frère, le Mali, dans la brouille qu'il arrive un moment dans la vie des pays où il faut parfois revenir parce que nous avons des intérêts en commun que nous ne pouvons pas ignorer. Le président l'a rappelé, nous avons plus de 1000 kilomètres de frontières avec l'Algérie. C'est un voisin, on ne peut pas décider de qui est notre voisin, c'est la nature qui a fait de l'Algérie et donc à un certain moment il va falloir regarder. Et je pense que pour faire comprendre aux Nigériens ce qui s'est passé, c'est d'abord que les gens comprennent ce que c'est qu'une confédération. Une confédération n'est pas une fédération, c'est pourquoi jusqu'à présent nous avons 3 ministres des Affaires étrangères dans les 3 pays. Ça veut dire que chaque pays, dans le cadre de la diplomatie que nous mettons en commun, nous avons une position diplomatique commune, mais nous n'avons pas la même politique extérieure pour le moment. Nous allons certainement attendre vers ça, mais cette visite est une visite de réelle politique, parce que nous avons un voisin avec lequel nous sommes obligés de cohabiter, donc nous allons après. Donc vraiment, moi je pense que c'est une bonne chose que le président ait été, et vous avez écouté les 2 chefs d'État qui ont rappelé les liens séculaires qui existent entre nos 2 pays, et qui ont rappelé la profondeur historique de nos relations que nous ne pouvons pas ignorer. Donc c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et comme nous allons le voir dans les prochains jours, ça va se concrétiser par la reprise de quelques projets qui intéressent nos 2 pays et dont la réalisation sera au bénéfice mutuel des peuples algériens et nigériens. D'accord. Merci, M. Bana. Monsieur Sanoussi Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Un mot sur la visite de 42 heures chef de l'État en Algérie. Merci beaucoup. Nous saluons fortement cette visite de fraternité et de travail rendu par le président de la République du Niger en République chère d'Algérie. C'est une visite qui entre dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre nos 2 États. Et cette visite va certainement, à mon avis, renforcer la coopération entre l'Algérie et les États membres de la
confédération AES. Parce que au niveau de l'AES, c'est une gouvernance de concertation. Les 3 présidents des 3 pays de l'AES se concertent et chaque président de pays membre prend en compte les intérêts de son pays, mais aussi les intérêts de la Confédération et des autres pays membres de cette alliance. Nous avons écouté avec intérêt les communiqués conjoints et la coopération va surtout s'intensifier et intéressera le domaine de la sécurité, le domaine économique, avec beaucoup de réalisations en perspective qui prennent en compte les intérêts communs de nos 2 pays. Le Niger et l'Algérie, nous avons une coopération séculaire et nos 2 États sont condamnés à aller ensemble pour défendre leurs intérêts. Mais aussi cette visite, il faut le dire, a permis de confirmer certains faits qui ont été relatés par le président de la République du Niger, son Excellence le général d'armée Abdraman Chani en son temps. Il y a un pays ennemi qui est la France, il faut le dire, qui a fait tout pour utiliser l'Algérie, l'espace aérien, l'espace terrestre algérien pour agresser à son temps à travers la CEDEAO, agresser militairement le Niger. Mais que l'Algérie a refusé. L'Algérie a refusé et ces faits-là ont été confirmés. Donc ce n'est pas des choses qui ont été relatées comme ça juste pour accuser. C'est des faits et les autorités algériennes n'ont pas nié ces faits. C'est des faits qui sont réels. Nous avons vu la forte délégation qui a accompagné les chefs d'État avec beaucoup de ministres. Donc il y a la coopération, elle sera renforcée, comme je le disais tantôt, dans beaucoup de domaines. Et ça, elles interviennent pour vraiment éclairer la lanterne de certains observateurs qui pensent que ça ne va pas du tout entre l'Algérie et le Niger. Donc on a vu comment cette délégation a été bien chaleureusement accueillie, comment entre les autorités nigériennes et les autorités algérienne, il y a la confiance mutuelle et la sérénité avec laquelle les échanges ont eu lieu et les engagements ont été pris. Il y a une commission mixte bilatérale qui a été mise en place pour concrétiser tous les engagements pris par les chefs d'État. Et la relance de cette coopération entre le Niger et l'Algérie dans un contexte où il ne faut pas les nier, il y a des soucis entre l'Algérie et le Mali qui sont des États frères, qui sont historiquement liés. Le Niger peut jouer un rôle extrêmement important pour faire la médiation, voir comment il faut améliorer dans le meilleur des conditions la coopération entre l'Algérie et le Mali, entre le Niger, entre l'Algérie et l'AES. Il faut le dire, nous sommes déjà ces pays-là membres du CEMOC qui regroupe tous ces États, le Mali, le Niger, l'Algérie. Nous avons plus à gagner quand nos États sont ensemble, quand nos coopérations se portent dans des conditions le meilleur. Ceux qui pensent que la situation va se dégrader entre l'Algérie, le Niger ou entre l'Algérie et les États de la Confédération de l'AES, ils se trompent. Nos intérêts sont imbriqués, sont liés, sont interdépendants. D'accord. Merci. Oui, saluer avant de donner la parole. Il faut saluer le protocole
historique. En Algérie, c'est rare qu'un chef de l'État se déplace à l'aéroport pour accueillir. D'habitude, dans leur tradition, c'est le Premier ministre ou un ministre des Affaires on a vu l'importance que l'Algérie a accordée à la visite du chef de l'État, et qui témoigne de l'intérêt que l'Algérie elle-même avait pour cette visite, pour non seulement, comme il a rappelé, pour le Niger, mais également pour l'AES. Parce que tout ce qui renforce le Niger renforce l'AES. Oui, dans le même sillage, il y a la France qui a dépêché une mission diplomatique pour créer l'embouteillage, pour créer la confusion, mais on a constaté que le choix de l'Algérie est un choix clair, qui n'est pas ambigu. Les autorités au plus haut niveau étaient concentrées pour la visite accordée au chef de l'État du Niger. Et il faut le dire, cette visite de fraternité et de travail a été effectuée sur l'invitation du gouvernement algérien. Oui, c'est extrêmement important et ça rentre dans la crédibilité, c'est à l'actif de notre pays et dans la crédibilité des autorités. De notre diplomatie. Pour notre diplomatie. D'accord, merci. Oui, Lamine Souleymane, bonsoir. Oui, bonsoir. Aussi sur le plateau. Est-ce que vous allez ajouter sur cette visite de 48 heures du chef de l'État en Algérie? Ce que je peux ajouter ou peut-être même développer des aspects que mes deux prédécesseurs. Merci d'abord pour votre invitation sur ce plateau. C'est une opportunité, comme toujours, qui nous a été accordée pour donner un peu opiner sur l'actualité, en tout cas récente dans notre pays. Donc je vous en remercie pour ça. Ceci dit, par rapport à la visite du chef de l'État, je dois d'abord relever que vous savez, les États, ils peuvent toujours avoir des divergences. C'est comme dans un débat d'opinion. À l'interne, on ne fait jamais l'unanimité sur les choses. On a beau avoir des divergences entre les États, mais les États aussi essaient toujours de ménager leurs intérêts. C'est juste. Donc, par cette visite, cette invitation adressée au président de la République, qui a accepté et qui a fait le déplacement, c'est que d'abord qu'il faut comprendre les deux pays ou les deux chefs d'État ont mis en avant l'intérêt de leur pays. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a vu les intérêts de son pays en avant qu'il a mis, et voilà pourquoi il a accepté d'envoyer cette invitation au chef de l'État nigérien. Et en acceptant aussi d'y aller, le président de la République n'a pas mis en avant ses propres intérêts ou son propre, je dirais, juste notre considération, mais c'est l'intérêt du pays qu'il a mis en avant aussi. Ça. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment de manière objective ce qu'on peut dire dans un premier temps. Mais je vis à travers la toile, comme d'habitude, les détracteurs et leurs relais qui sont sur les réseaux sociaux, qui pensent que le Niger, en acceptant d'aller en Algérie, et tout simplement, il est en train de dévoyer, je dirais, le cadre stratégique qu'est la confédération de l'AES, que le Niger ne devrait pas aller à cette réponse. Ça, on a vu quelques réactions. Sur ça, ce qu'ils le disent, c'est vraiment les marginaux. Quand vous regardez, même au Mali, sur les réseaux sociaux, hier j'ai parcouru et au Burkina, j'ai vu beaucoup qui ont salué cette visite et qui l'ont analysé sous l'angle de la médiation, du rôle de médiateur que le président Tchani pourrait jouer, et que peut-être même qu'il a joué, pour un peu aplanir les difficultés, l'antagonisme entre le Mali et l'Algérie. Et ce qu'il faut du coup relever, c'est que jusque-là, il n'y a pas une rupture totale entre les deux pays, l'Algérie et le Mali. Donc, c'est des précautions que tous les États avaient prises à un certain moment, même en fermant leur ciel à l'État algérien. Ce n'est pas qu'il y a une rupture totale de coopération, c'est des précautions. Tous les pays en prennent, donc. Et je crois que ceux qui font, heureusement, on peut se réjouir de voir que c'est des marginaux qui font ces calculs, et des gens qui
leur logique, je crois que toute leur bataille, c'est de dire, ce qu'ils aiment voir, c'est que le Niger se trouve dans une sorte d'isolationnisme qui, tous ses voisins, on va dire qu'il est en bruit, il n'a aucun voisin. De la même manière qu'ils souhaitent de toute leur âme que le Niger soit cerné par des menaces sécuritaires. C'est de cette même manière que ces marginaux souhaitent que le Niger aujourd'hui, sur le plan diplomatique, n'ait aucun ami, tous ses voisins. Je crois que même les trois pays les deux pays de l'AES, le Mali et le Burkina, c'est à leur corps défendant aujourd'hui si nous parlons ensemble d'une même voix sur des sujets purement stratégique et je dirais même géostratégique. Mais ce qu'il faut aussi relever, et le Niger a un plan de coopération où je dirais même avec l'Algérie, il y a beaucoup de volets et c'est ce qui explique le déplacement. En tout cas, dans la délégation du chef de l'État, on a vu beaucoup de ministres sectoriels qui ont fait le déplacement, notamment des questions de commerce, des questions pétrolières, énergie, et infrastructures, ainsi de suite. Donc déjà, dès que la composition de cette délégation en dit long sur les enjeux qui sont liés à ce déplacement du chef de l'État. Et autre chose qu'il faut pas perdre aussi de vue, c'est que l'Algérie n'a jamais, en tout cas, je dirais, fait mystère de sa position vis-à-vis de ses relations, en tout cas amicales avec tous les pays. Avec le Mali, c'est vrai, il y a eu un incident qui est arrivé, mais ce pays ne peut pas aujourd'hui dire qu'il se réjouit, l'Algérie, parlant de l'Algérie, se réjouit du fait qu'il a pris un climat, en tout cas les relations diplomatiques sont froides avec ses voisins, c'est que ça gêne aussi l'Algérie. Et c'est ce qui explique ces premiers pas que le président algérien a fait, ou l'État algérien, tout simplement, en invitant un des pays membres de l'AES, et il sait qu'il y a un pouvoir d'influence sur les autres chefs de l'État. Donc, forcément, tous les voisins du Niger vont apprécier cette visite. Maintenant, pour finir, pour répondre à ceux qui pensent que mon ennemi doit être forcément ton ennemi, ou ce que je rejette dans un cadre bilatéral, toi aussi tu dois les rejeter. Ils ont tout faux. Vous avez vu, quand nous, au Niger, ici, on a chassé ECAP Sahel, mais ECAP Sahel est parti s'installer. Ils n'ont pas quitté le Mali. Et c'est un choix, c'est logique. Et personne n'a trouvé à redire par rapport à cette question. Il y a eu beaucoup de projets des ONG internationales que le Niger a estimé que, bon, écoutez, nous, en tout cas, ça ne marche pas avec notre logique de refondation, mais dans les autres pays, ils n'ont pas quitté. Et quand vous regardez même ces grandes puissances-là, quand ici au niveau de l'ambassade de France, ils ont fermé, ils sont partis, je crois que personne ne les a chassés. C'est suite aux événements du 26 juillet, ils ont pensé que bon, ils sont en territoire conquis et qu'ils ne peuvent pas accepter certaines choses. Mais les mêmes événements ont eu lieu au Burkina, au Mali, mais ils n'ont jamais fermé leur ambassade. Ils continuent à venir. Donc, il faut que les gens sachent qu'ils ont gardé. Il faut observer les choses. Il ne faut pas suivre parce que mon voisin a des problèmes avec l'autre. Non, ce n'est pas ça. Et même ceux qui pensent que forcément les pays de l'AES doivent choisir leurs voisins ou avec qui il faut coopérer. Quand l'autre on s'entend pas bien, il faut aussi casser avec lui. Ça c'est un faux problème. C'est un faux problème. Il faut que nos concitoyens, ceux qui nous suivent, c'est les Nigériens, tout comme c'est nos concitoyens de l'AES, qu'ils comprennent que en matière de gestion d'un État, c'est assez complexe. Ce n'est pas des questions de sorte d'humeur où tout simplement on agit parce qu'il faut agir. Sur le plan diplomatique, il y a toute une procédure et chaque fois on met en avant l'intérêt vraiment du pays, pas l'intérêt de ceux qui dirigent, encore moins l'intérêt de quelques groupuscules d'individus qui, d'ailleurs, ont choisi d'aller accompagner les mercenaires. Aujourd'hui, tous ceux qui critiquent là, ils sont avec l'ennemi commun, Sanoussi l'a dit, la France. Tous ceux qui critiquent ces déplacements et qui vont continuer à critiquer, même quel que soit ce que le Niger va faire de miracles, ou de miraculeux du moins, ou même l'espace l'AES,
ils vont toujours continuer à jeter du discrédit. Et si vous avez vu, ils n'attaquent jamais les deux autres pays. Quand dans leur critique, c'est le Niger. Et on comprend, c'est sous des questions politiques, purement politiques, parce qu'ils ont perdu un pouvoir, qu'ils continuent à le faire. Et c'est vraiment, ils sont allés à l'extrême. Et pour finir, Abdoulaye, je voudrais que les gens comprennent. De la même manière qu'aujourd'hui, le Niger parle avec l'Algérie, qu'ils ne soient pas surpris demain de voir le Mali parler avec l'Algérie, une même visite d'État peut avoir lieu. Donc vraiment, c'est des intérêts qu'il faut voir, ce n'est pas surprenant. D'accord. Il faut rappeler que ceux qui font cette critique, d'abord, c'est ceux qui n'ont jamais cru dans l'AES, qui aujourd'hui se transforment en défenseurs de l'Alliance pour qu'elle ait une c'est de la supercherie. C'est de la supercherie. Ils n'ont jamais cru dans l'AES. Et ce qui est important, c'est que rappelé tout à l'heure, c'est que nos trois chefs d'État se concertent avant toute action. Exact. Donc cette visite, elle n'a pas été décidée sans concertation. Tout à fait. Et ce qui est important de savoir, c'est que tout ce qui renforce le Niger renforce le Mali et le Burkina Faso. Donc aujourd'hui, les rapports entre les pays, c'est pas de l'émotion. Il arrivera avec un moment où aujourd'hui, de la même manière, la Côte d'Ivoire, malgré son hostilité avec le Burkina Faso, n'a jamais fermé sa frontière avec le Burkina. Bien sûr. Donc, les rapports entre pays, ça ne se décrète pas dans l'émotion. Nous sommes dans une confédération, nous agissons en concertation, et tout ce que les chefs d'État font, ils le font parce qu'ils se sont entendus. Et le Niger ne mène pas de politique cavalière seul. Très bien. Ce que nous faisons, c'est dans l'intérêt du Niger, et tout ce qui est dans l'intérêt du Niger, c'est dans l'intérêt de l'Alliance des États. Ça, c'est hyper important. Merci pour ce raisonnement. On va revenir sur le thème. Certainement, puisqu'il y a déjà de toute façon des implications entre les deux. On revient en ce moment sur le thème de notre débat. Quel commentaire vous suscite la grande interview du chef de l'État, le général Abdourahamane Tiani? Et je précise que de nombreux sujets ont été élaborés par le président de la République lors de cette interview. Quels sont les thèmes qui ont attiré beaucoup plus votre attention? Je pense que la première impression, le commentaire, c'est que pour une des rares fois, le président, quand il sort, parce que d'habitude, la cible de sa communication a toujours été d'abord les populations du Niger, ensuite, dans une certaine mesure, les populations, les 70 millions d'Africains qui sont dans l'espace confédéral. Mais si on regarde cette communication, plus de 70% des messages qui ont été adressés, le président Abdourahamane Tiani, général d'armée, il a pour cible les populations des pays autres que ceux de l'AES. Pas les chefs d'État. Bien sûr. Les autres populations, il a apporté sur beaucoup de sujets des informations pour les aider à comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans l'AES, ce qui se joue en Afrique de l'Ouest, ce qui se joue dans le monde. Donc vraiment, c'est l'une des remarques. D'accord. Les thèmes qui m'ont paru sur lesquels je pense qu'il est important de s'appesantir. La première, c'est que c'est l'aspect sécuritaire, puisque sa sortie fait suite à une tentative d'intrusion sur notre territoire de forces hostiles, les forces des groupes armés terroristes qui ont tenté des incursions au niveau de l'aéroport, des installations aéroportuaires. Donc tous les Nigériens s'attendaient à ce que le président revienne sur cette actualité qui nous a brutalement réveillés et qui nous a rappelé que la sécurité n'est pas quelque chose de 100% acquis et que c'est une remise en cause perpétuelle. Donc le président a rassuré les Nigériens. Il a donné des informations exactes sur ce qui s'est passé. Il a rappelé pourquoi il avait tenu les premiers propos qu'il avait tenus à la suite de la visite de l'Ambassadeur le 29 janvier. Avec preuve à l'appui, l'implication des chefs d'État dont il a cité le nom dans la préparation, dans la conduite et même après dans la revendication de cette attaque lâche, barbare sur notre territoire. Donc ça, c'est le premier aspect qu'il faut retenir dans l'intervention du chef d'État. Deuxièmement, une fois n'est pas coutume, moi ce que je retiens, c'est la question de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. C'est apaisanti sur la bonne gouvernance et il a rappelé aux Nigériens le serment qu'il a fait quand il a pris le pouvoir de mettre fin aux pratiques
qui nous ont conduits dans l'état de délabrement de notre pays, de défritement de notre économie, il a des secteurs sociaux de base. Il a rappelé que leur engagement reste constant dans la lutte contre certaines pratiques, et il a rassuré à travers des exemples. Il est revenu sur certains remplacements à la tête de certaines sociétés d'État. Donc il a rappelé la tolérance zéro qui est la sienne depuis qu'il est arrivé, et que le fait d'appartenir à un même corps, il a rassuré les Nigériens sur ce plan, d'appartenir à un organe, ça ne vous donne pas les droits de dévoyer les objectifs de la refondation, qui sont de remettre notre pays sur la voie du développement. Donc ça, c'est le deuxième sujet qui c'est rassurant. Et vraiment, nous sommes en phase avec le chef d'État sur ce plan. Le troisième, c'est sur la question internationale, l'appropriation que le Niger a décidé de faire de ses ressources. Le président est revenu sur le bras de fer qui nous oppose à la France et à son géant nucléaire, notamment Orano, dans la nationalisation de la filière uranifère. Et ce que le président a dit et qui est important, qui a été une constance, mais sauf que ceux qui écoutaient avant, écoutaient avec un cerveau bouché, quand il a rappelé que notre décision n'était pas de nous approprier de l'uranium de la France, mais de notre uranium, et que nous avons toujours été disponibles à remettre à la France, dans le cadre légal de ce qui lui revenait, dans le partage, avant la nationalisation. Et ça, c'est hyper important, parce que c'est une petite quantité dans le stock présent là, qui relève du régime de partage de production. Aujourd'hui, à partir de la décision, tout ce qui a été produit après la décision de nationalisation, ça reste un patrimoine de notre pays, et que nous allons vendre à qui nous voulons, parce que c'est notre ligne de conduite depuis le 26 juillet. Donc, globalement, moi, si je vais donner laisser le temps aux autres de développer, mais moi, ce sont les trois sujets qui m'intéressent et sur lesquels peut-être progressivement on va revenir. Merci beaucoup, merci. Oui, Sanoussi, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les sujets abordés par le président lors de cette interview? Moi, je pense que c'est une communication qui est intervenue à point nommé. Dans un contexte où notre pays est militairement agressé par des mercenaires, mais aussi où notre pays est la cible d'une guerre communicationnelle bien coordonnée, bien organisée. J'ai beaucoup apprécié la clarté des propos du président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani. Il a vraiment apporté des éléments de réponse à toutes les questions, sans démagogie, sans trafiquer les concepts. Ce qui a attiré mon attention, moi, j'ai constaté un président très reconnaissant dans sa communication, reconnaissance vis-à-vis de nos forces de défense et de sécurité, pour les sacrifices qu'ils sont en train de consentir nuit et jour pour défendre l'intégrité de notre territoire, mais pour défendre les personnes et leurs biens. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir par le passé, où un chef d'État peut sortir, remettre en cause le professionnalisme de notre force, de nos forces de défense et de sécurité de notre armée. Un président très reconnaissant par rapport à la résilience de nos populations. Parce qu'il faut le dire, depuis les événements du 26, le peuple nigérien est en train de consentir des sacrifices énormes. Beaucoup de sacrifices. Sortir, reconnaître la capacité de résilience et tous les apports du peuple, c'est extrêmement un acte de reconnaissance. On a constaté un présent combatif parce que très conscient des défis auxquels notre pays fait face et des seuls choix qui s'offrent à notre pays et à notre confédération. La voie de la lutte, l'option de la lutte. Un président qui, lors d'une communication officielle, dans ces contextes de guerre
qui nous est imposée par l'impérialisme, sortir, dire que la seule voie qui compte pour nous, en tant que pays, le Niger, pour notre confédération, c'est la lutte. Et seule la lutte libère. Nous, ça nous réconforte en tant que chef suprême de l'armée, en tant que président. On a l'espoir que ces combats-là s'est pris au sérieux et l'engagement est démise. Il a été tout au long de sa communication optimiste, en disant que la victoire, Inch'Allah, sera de notre côté. Et nous avons cette conviction que dans ces combats, notre pays, notre confédération vont sortir gagnants, Inch'Allah. Concernant la question sécuritaire, on a compris qu'il s'agit du mercenariat. Ce n'est pas des accusations. Je prends la dernière attaque. Avec des accusations fermes. Par le passé, on a eu des cas comme ça. Tout à fait. Mais on prend l'exemple de la dernière attaque contre la base 101 et de l'aéroport international de Niamey. Le président de la République a communiqué et il a insisté lors de la dernière communication, la communication du vendredi, pour dire que l'agression contre notre pays a été sponsorisée par la France, la Côte d'Ivoire, le Bénin à travers leur président. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucune sortie officielle de ces personnes accusées d'une accusation grave pour sortir, pour démentir ou pour poser un acte de procédure tendant à porter plainte contre ces accusations du président de la République. D'accord. Vous conviendrez avec moi qui ne dit rien consent. Ce qu'on a constaté à travers la toile, c'est des activistes qui ont été mobilisés pour insulter ça et là ou pour noyer le poisson. Mais aujourd'hui, le monde entier, particulièrement les Africains, au niveau de ces deux pays frères, la Côte d'Ivoire et le Bénin, ils ont compris que leurs présidents sont impliqués dans la déstabilisation du Niger, dans la déstabilisation des États membres de l'AES. Ils sont des soutiens et des parrains des organisations terroristes qui opèrent dans cet espace-là. Mieux, ces accusations ont été étayées avec des dates, des lieux, des acteurs, avec précision sur des projets de déstabilisation ou des actions qui ont été menées au Niger. Mais face à toutes ces actions, cette entreprise de déstabilisation et de nuisance, le président a souligné avec force que l'option de notre pays et l'option de l'AES, ce n'est pas de rester les bras croisés ou d'aller dans une logique de compromission avec ces organisations criminelles et leurs parrains. C'est de s'opposer à travers nos forces de défense et de sécurité, à travers nos populations. D'où la question de la mobilisation générale. Il a dit comment au niveau de l'espace AES, nos différents États ont mis un dispositif de sécurisation, la force unifiée de l'AES. Et c'est à travers ces forces qu'on va véritablement combattre ces fléaux. Et quand on constate la courbe du terrorisme au niveau de l'espace AES, elle est en train de chuter. Si vous prenez le cas du Mali, c'est que le Mali a connu dans les années 2012, 2013, 2014. Aujourd'hui, on constate une nette amélioration. De la situation. Bien qu'à l'époque, il y avait toutes les forces extérieures. Et c'est valable pour le cas du Burkina, pour le cas du Niger. Ce qu'on a connu comme les Inates, Chinagodar, etc., avec la présence des forces extérieures. Aujourd'hui, on est en train de contenir cette menace, bien que l'intensité et la volonté des sponsors ne fait que se renforcer. Là,
nos États et au niveau du Niger, nous sommes en train de prendre au sérieux cette menace et apporter la réponse adéquate. Et à travers ce message, et ce qu'on a constaté sur les réseaux sociaux, dans les fadas, autour de nous, il y a une véritable prise de conscience de nos concitoyens que la guerre là, ce n'est pas une guerre comme nous l'avons connu par le passé, des agressions terroristes juste pour répandre la terreur ou à des fins idéologiques ou religieuses, mais c'est une agression impérialiste avec des acteurs bien identifiés pour déstabiliser nos États, revenir au statu quo, continuer à piller nos États, à nous spolier de nos richesses, de nos matières premières. Le président a parlé d'un élément important de la ramification de ces mercenaires, de ces terrorismes aujourd'hui qui est à visage découvert. C'est très malheureusement de nos concitoyens qui sont à l'extérieur. Et aujourd'hui, ces acteurs-là, leurs parents, leurs amis, leurs proches, tout le monde doit comprendre qu'ils sont dans une voie de déstabilisation du Niger. Et ils doivent avoir, pour des cas qui ont été cités aujourd'hui, avec preuve à l'appui, comme le président l'a évoqué, ces personnes-là qui ont été citées, qui sont des Nigériens, leurs parents, leur entourage, doit comprendre qu'ils sont devenus des terroristes. C'est un choix qu'ils ont fait pour ce qu'ils gagnent eux, mais en endeuillant leur famille, en mettant leur pays dans une situation inconfortable. Là, c'est vraiment ressorti et les Nigériens, nous devons prendre cet aspect en considération et vraiment traiter ces problèmes comme ça se doit. On ne doit pas continuer. Des Nigériens qui sont dans des projets de déstabilisation, qui sont des soutiens des terrorisme, soient considérés comme des frères, comme des parents, parce que on voit les liens de cause à effet à travers ce qu'ils disent sur leur site, à travers des informations qu'ils relayent, à travers chaque action terroriste, les choix qu'ils font, comment ils accompagnent cette communication. Nous devons vraiment être très pragmatiques par rapport à ces genres de ramifications. Nous devons les considérer comme les sponsors. Pour finir, je vais parler de la question de la gouvernance. Le président a parlé sur la gouvernance. En soulignant le fait que bien qu'on a une position, une responsabilité, si à l'évidence on constate qu'il y a un problème, ça n'empêche pas de changer, même si on va faire autant de changements. Ça veut. La culture des sanctions, elle est à encourager. Mais elle doit être au-delà, elle doit prendre en compte l'aspect, au-delà de l'aspect curatif, pour aller vers la prévention. Et pour prévoir, il faut impulser une dynamique d'évaluation. Nous avons un gouvernement, nous avons des institutions, nous avons des responsables des services. Il faut les évaluer par période et encourager ceux qui ont des résultats et ceux qui n'ont pas de résultats. Avant d'aller à la catastrophe même, les remercier et identifier des Nigériennes et Nigériens qui ont un bon profil, qui ont des compétences, qui ont de l'intégrité, et le promouvoir, leur donner des responsabilités pour assumer des hautes fonctions au niveau de l'État ou pour assumer des charges au niveau de l'État, des services publics. Sur le plan de la gouvernance, il faut vraiment saluer l'écoute, parce que un aspect important de la gouvernance, c'est l'écoute. On a constaté qu'il y a de l'écoute. Les préoccupations des communautés sont véritablement prises en charge et le président essaie d'apporter des réponses pour soulager les
communautés. Maintenant, un aspect de la gouvernance que nous souhaitons que ça soit véritablement pris en charge, c'est la question de la gouvernance décentralisée. Nous savons très bien que depuis les événements du 26 juillet 2023, dans le cadre du processus de la refondation, on a relevé les maires, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux pour nommer des administrateurs délégués. C'est juste, ok. Globalement, la gouvernance des administrateurs délégués doit être évaluée après plus de 2 ans. D'accord. Parce qu'il y a des informations qui nous sont remontées par rapport à des cas de mauvaise gestion. Il faut vraiment évaluer ces segments de gouvernance et voir quelles sont les leçons qu'on peut tirer et quels sont les éléments de correction qu'on peut apporter. Parce que c'est eux qui font une gouvernance de proximité. Merci. Pour l'instant, voilà ce que vous allez j'ai à dire. Merci, Sanusi. Et on peut revenir. Oui, c'est vrai, le débat, l'interview du chef de l'État, si on doit même rester faire des échanges, on ne pourra pas finir même en un an. Tellement que c'est riche, il y a beaucoup de choses qu'il a dites et qu'on ne peut pas épuiser dans un débat d'1 heure de temps. Et ceci dit, ce que je voudrais dire par rapport à cette sortie médiatique, en tout cas la énième déjà du chef de l'État, c'est que le président de la République, comme d'habitude, a réussi cette fois-ci à parler vraiment parlant de la portée de son message, de sa sortie. C'est au-delà du peuple nigérien. Il s'est adressé au peuple de l'AES, mais surtout il s'est adressé vraiment aux autres pays qui sont dirigés aujourd'hui par des chefs d'État qui ont décidé aveuglément, pour faire plaisir à la France, de rentrer dans une sorte de co-belligérance, et je dirais même dans la belligérance en sponsorisant des mercenaires pour venir agresser notre pays et les 2 autres pays de l'espace de la Confédération AES. Et il faut peut-être un peu évoluer dans le concept. De plus en plus, on constate qu'aujourd'hui, c'est assez documenté. La sortie du président de la République, je profite pour le dire, si c'est une thèse de doctorat, en tout cas, ou d'agrégation, pour montrer, établir l'implication de la France et de ces 3 vallées locaux, où je dirais l'autre est en retrait, mais la Côte d'Ivoire, le président Ouattara et le président béninois, aujourd'hui, il a réussi, le président a démontré qu'ils sont impliqués. Parce que Sanusi l'a dit, avec des arguments, il l'a rappelé, des coordonnées géographiques, des preuves de financement, de sponsoring de ces actes vraiment de mercenariat pour venir déstabiliser notre pays. Mais les chefs, ils l'ont dit, ceux qui m'ont devancé, les citoyens de ces pays respectifs dirigés par ces chefs d'État, aujourd'hui il faut les appeler par leur nom, qui sont dans leur mercenariat. Donc ils sont aussi des vrais mercenaires. On dirait même qu'ils ont réussi par leur propre fait, par les hauts faits de leur implication des trucs de ces mercenariats, à transformer leur pays en État voyou. Malheureusement, c'est comme ça parce que tout s'organise à partir de leur pays, des réunions secrètes où on reçoit des mercenaires ou des intermédiaires des mercenaires, certains jusqu'à même leur donner de l'argent, des moyens financiers pour aller soudoyer les terroristes, souvent pour ne pas attaquer notre pays ou pour ménager mes intérêts. Je vous donne ces montants-là, le président l'a dit avec preuve à l'appui. C'est des pratiques qui se faisaient dans nos pays à l'époque de l'AES. Mais aujourd'hui, ces pratiques sont étendues à des pays vraiment qui ont choisi aveuglément de faire plaisir à la France, croyant que la France va les ménager quand ils acceptent de donner leur territoire pour que ça serve de terre de repli ou de base arrière pour ces mercenaires-là. Parlant pour le cas du Bénin. Le Bénin, je crois que n'est pas à son premier coup d'essai, malheureusement, en matière de mercenariat. Rappelez-vous de l'époque Bob Denard. C'est à partir de ce pays qu'on a voulu déstabiliser
un certain nombre de pays comme le Niger par le passé. Donc aujourd'hui, Patrice Talon ne fait que poursuivre une œuvre qui avait échoué par le passé, et il a accepté de le faire, croyant que aujourd'hui il sera dans les bonnes grâces de la France, où la France va lui permettre de dérouler toute sa stratégie de conservation du pouvoir, ou de placer qui il veut demain à la tête de ce pays, le Bénin. Je crois qu'il a tout faux, parce qu'un mercenaire, quand tu acceptes d'aller avec celui qui te manipule, il faut te dire que c'est comme une mafia. Lorsque le sponsor de celui qui sponsorise ces mercenariats-là atteint son objectif, c'est qu'il va te laisser, il t'aura utilisé, et c'est à la limite tu vas être les dindons de la farce, tu auras des soucis, et c'est l'appel qu'il faut peut-être lancer à ces marginaux-là égarés aujourd'hui, qui font le jeu de ces pays-là et de cette puissance déstabilisatrice, la France. Ils n'ont qu'un seul pays qui s'appelle le Niger. Bien sûr. Demain, les aides, on a vu tout à l'heure, on a notre question par rapport relative à la visite du président en Algérie. Les États, lorsqu'ils pensent que leurs intérêts leur commandent de se parler, de s'entendre, de faire la paix, ils vont le faire. Bien sûr. Ils vont la faire. Donc même demain, lorsque ces États-là, ils arrivent à des meilleurs sentiments avec des pays qu'ils ont voulu déstabiliser et qui se rendent compte de leur échec, qu'ils ne pourraient pas le faire, c'est sûr que ces mercenaires-là, ils vont les lâcher. Et ils vont aller où? Ils n'ont qu'un seul pays, c'est Niger-là, c'est Mali ou c'est Burkina qu'ils cherchent à tout prix de déstabiliser. Ils seront obligés de vouloir maintenant faire la paix. Mais ce qui sera très difficile. D'accord. Ce qui est très difficile, parce que c'est ça, malheureusement, il faut leur dire, ils ont des parents, ils ont des amis ici qui doivent leur conseiller dans tous les pays. La pratique est la même, c'est pas seulement le Niger. Il faut que leurs parents vraiment parlent à leurs enfants. Qu'ils parlent à ces compatriotes, qui soient du Mali ou du Burkina ou du Niger, qui prennent leur distance vis-à-vis de ces mercenaires. La France n'a pas d'amis. Deux chefs d'État français l'ont dit. Avant, c'est leurs intérêts. Aujourd'hui, vous faites le jeu de Paris, mais et demain, quand ils vont atteindre leur objectif, ils vont plus marcher avec vous. Ça, il faut qu'ils le sachent d'abord. Maintenant, parlant de l'impact, je dirais des messages. Moi, j'ai suivi sur la toile. Certains pays, certains même internautes pensent que même leurs pays ne sont même pas en sécurité. Parce que le chef de l'État aujourd'hui, il a démontré qu'eux-mêmes ils sont pas en sécurité. Ils sont pas en sécurité parce qu'il a des informations très sensibles qui aujourd'hui. Il a parlé du Nord-Bénin. Pas que le Nord-Bénin, même la Côte d'Ivoire. Pas que le Nord-Bénin, même la Côte d'Ivoire. Il faut que ces peuples-là ou de ces pays respectifs, vraiment, on ne leur demande pas de se soulever contre le chef d'État. Loin de nous cette idée, ce n'est pas notre objectif, mais il faut qu'ils comprennent que du fait de leur chef d'État, ils sont carrément en insécurité aujourd'hui, et que cette insécurité-là, même s'ils pensent qu'aujourd'hui, elle ne les empêche pas de faire ce qu'ils veulent, le moment viendra où leurs pays seront confrontés à des sérieux problèmes, plus que ce que nous sommes en train de vivre de l'espace AES. Et en ce moment, ils vont pas se plaindre de quelqu'un. En tout cas, ils n'ont qu'à et même se plaindre tous de leur chef d'État qui les ont mis dans cette situation. Et pour un peu finir avec mon intervention, on va avancer sur d'autres questions. Oui, c'est ce que je voudrais dire. Au niveau national, j'ai vu, mes prédécesseurs l'ont dit, plus de 70% en tout cas des messages que nous avons consultés, parce qu'aujourd'hui c'est le seul indicateur qui nous permet d'apprécier ce qui s'est dit par rapport à une sortie médiatique d'un leader ou d'un chef d'État. Beaucoup sont enthousiastes. En tout cas, ils ont apprécié, ils ont compris que vraiment le message là, il faut que de temps en temps, même si c'est le seul qui fait cet exercice, qui se soumet à cette épreuve aujourd'hui, et il fait ça bien, correctement, parce que c'est documenté
avec des preuves vraiment à l'appui. Ce ne sont pas des paroles dans l'air où j'évite quelqu'un à tenter même de montrer que lui, ce que le chef de l'État dit, qu'en l'accusant que ce n'est pas ça, mais c'est une littérature plate. Il n'a apporté aucune preuve pour se disculper, pour montrer qu'il n'est pas, en tout cas du côté de ces mercenaires, c'est faux. Donc vraiment, on doit se réjouir de cette sortie parce que ça nous met de baume au cœur. D'accord. Merci Lamine. On va avancer pour peut-être finir parce que tout à l'heure Sanoussi a parlé d'une prise de conscience, je crois, au niveau de nos concitoyens. Alors désormais, quel doit être le comportement de nos concitoyens eu égard aux propos véridiques que tous vous avez dit, tenus par le président de la République à l'occasion de cette grande interview où il a évoqué des sujets sur la gouvernance, la sécurité, l'économie et la diplomatie. En fait, c'est que les gens doivent comprendre, c'est que les sorties du président de la République, ce sont des sorties qui ne sont pas anodines. Et c'est l'objectif, parfois, le rappel qui est contenu dans ces sorties-là. Il revient, il martèle les choses pour que ça serve, pour que ça devienne une pédagogie et que ça s'installe dans le subconscient. Aujourd'hui, même les rappels historiques que certains tournent en dérision, le président les fait à dessein. Il les fait pour rappeler que nous sommes un peuple qui a une histoire. Et que cette histoire-là doit nous interpeller à comprendre le moment décisif que nous sommes en train de vivre. Que ce qui se joue, ce n'est ni son intérêt à lui, ni l'intérêt des membres du CNSP, d'un Premier ministre ou des membres du gouvernement. C'est l'intérêt d'un pays, l'avenir de nos fils et filles. Donc c'est ça l'objectif des sorties du président. Et aujourd'hui, quand vous suivez la toile, comme l'a dit Lamine, vous comprenez que les Nigériens sont conscients d'au moins deux choses. Qu'il y aura toujours, il y a un après et un avant le 26 juillet 2023. Que ce qui s'est passé, ce n'est pas une transition, ce qu'on est en train de vivre. C'est un processus, c'est une refondation qui est ancrée non seulement dans nos valeurs, mais qui est ancrée aussi dans dans un processus dynamique. Donc les Nigériens sont aujourd'hui, ils ont compris. Donc le président, ce qu'il est sorti, ne s'adresse pas aux Nigériens. Il n'a pas besoin de convaincre un peuple qui est déjà convaincu. Maintenant, c'est que le fait d'être convaincu, ça doit se traduire par les actes. Et par les actes, l'attitude qu'il faut avoir, c'est... Qu'est-ce que les gens doivent faire? Qu'est-ce que nos citoyens doivent faire? Une tolérance zéro. Pour les apatrides et leur message. Vous savez, aujourd'hui, il faut arriver à expliquer aux Nigériens que si vous relayez, vous partagez. Parce qu'on peut aujourd'hui aller sur Facebook, savoir ce qu'Ablaye a dit contre le Niger. Qui a aimé? Qui a partagé? Donc le Nigérien doit développer une attitude de tolérance zéro. Quand un apatride ou un sponsor attaque ton pays, s'attaque aux institutions de ton pays, ton premier réflexe, c'est d'être hermétiquement fermé à toute information. Et il faut qu'on le sente à travers les réseaux sociaux. Quand un apatride fait une publication, que vous cliquez j'aime, il faut que vous soyez conscient de la responsabilité que cela représente pour vous. Ça veut dire que vous êtes d'accord que votre pays soit attaqué par les terroristes. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec le fait que la France donne de l'argent à quelqu'un pour salir votre président, pour salir l'institution qui dirige votre pays. Donc il faut que les Nigériens comprennent cela. Deuxièmement, l'attitude à avoir, c'est que il faut qu'on comprenne que c'est que la victoire dont le président parle, parce que le président a martelé que nous allons vaincre. Mais le président ne le dit pas, il ne le dit pas dans l'air comme ça. C'est pas d'une baguette magique qu'on va vaincre. On vaincra parce que tous les habitants ou tout le peuple sera mobilisé derrière le président et répondront au mot d'ordre lorsque la situation le commandera. Donc c'est qu'il est le commandant en chef, il rassure. Mais derrière lui, il doit avoir un peuple d'engagement. Deuxièmement, c'est peut-être ce qu'il faut faire, c'est aujourd'hui ce qu'on a toujours décrié.
le président fait son job. Ouais. Il fait son travail. Il fait son travail. Ceux qui sont en dessous de lui doivent faire la même chose. La même chose, ouais. Et c'est malheureusement là où jusque-là nous péchons. Ouais. On a l'impression que, à part le président de la République, rares sont ceux qui croient dans ce qui est en train de se passer dans le pays. Ouais. Ils sont rares. Ouais. Et c'est cela, dans chaque homme, ce qui fait tout à l'heure, parfois, il faut le dire la vérité, oui, quand on regarde au Burkina, vous sentez que même le planton, jusqu'au dernier planton, ils sont convaincus de l'idéal dans lequel ils sont engagés. Okay. Et c'est pareil. C'est comme ça qu'on doit avoir au Niger aussi. D'accord. Dans nos actes. Bien sûr. Et moi, je voudrais peut-être revenir aussi sur la question de la bonne gouvernance. Oui, rapidement. Vraiment, ça, c'est un message au chef de l'État. Ouais, on y va. C'est bien de changer. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, la question est posée. Parce que quand on change, c'est vrai, j'ai apprécié quand le président de la République a dit s'il faut mobiliser les 26 millions de Nigériens à un seul poste, il n'hésitera pas. Mais aussi, il faut que le reste soit suivi des faits. Quoi exactement? Celui qui a posé un acte. De faire quoi exactement? Qui nécessite qu'on l'enlève. Il y a une suite à donner, il faut justifier. Parce que je pose cette question, parce que pour vous, le fait déjà de le lever, c'est qu'il y a une faute. Oui, c'est une reconnaissance. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Et quand il y a faute, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre le pays dans ses droits. C'est-à-dire, il faut judiciariser. Il faut sanctionner. Voilà, d'accord. Les cas d'indélicatesse, c'est dans la pédagogie qu'on forge un peuple résilient, déterminé. Et ce n'est pas le cas selon vous, Bana, aujourd'hui? Pour moi, il y a encore, pour le moment, beaucoup d'efforts à faire à ce niveau. La suite. D'accord. Merci. Oui. Et Sanoussi, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce que doit être désormais le comportement de nos concitoyens et au regard aux propos tenus par le chef de l'État, des propos très véridiques. Voilà. Merci, M. Abdoulaye. Ce cadre-là, il est déjà défini. Ok. Et c'est la mobilisation générale. Tout à fait. Il faut, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, le président a été reconnaissant, il faut que nous soyons reconnaissants. Reconnaissant, c'est juste. Le peuple nigérien, dans sa globalité, les forces de défense et de sécurité, tous les acteurs dans ces combats, chacun est en train de jouer son rôle et d'assumer sa responsabilité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre pays reste debout. En tant qu'acteur de la société civile, il est de notre rôle de sensibiliser les communautés. Chaque acteur les sensibiliser sur son rôle dans le cadre de la mobilisation générale. De façon globale, nous devons adopter un comportement favorable à notre propre sécurisation. Parce que ça y va de notre intérêt. Et de notre survie. Et de notre survie et de la survie de notre État. Le premier pilier, c'est l'information. Le partage de la bonne information et en temps réel. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut saluer le travail de nos différents services de renseignement. De renseignement, c'est exact. Il faut les saluer, il faut les encourager et les féliciter pour l'exploit qu'ils sont en train de réussir. Ça, la vie, et on doit les accompagner en partageant l'information avec ces différents services, avec les autorités. Il est attendu diverses contributions, que ce soit la contribution physique, la contribution financière, toutes sortes de contributions attendues des citoyens. Nous devons apporter, dans le cadre de cette mobilisation, cette contribution avec fierté, avec les sentiments qu'on est en train d'accomplir un devoir, d'être en train d'aider notre pays au moment où il a plus besoin de nous. Déjà, la mobilisation générale, elle est adoptée et les citoyens dans toutes les régions, les départements, les communes se mobilisent. Il faut que les autorités prennent les décrets pour l'opérationnalisation. Il faut que le plan sectoriel et le plan global de la mobilisation soient élaborés et que chaque acteur se met de façon
individuelle et coordonnée au travail de la mobilisation pour la défense de la patrie. Le message, le dernier message du président de la République, il faut l'internaliser, il faut l'approprier. Il expliquait un peu le contenu de cette mobilisation générale. Exactement. Il a bien précisé de quoi il s'agit. Exactement. Il a parlé que c'est de basculer d'un moment de paix à un moment de guerre. C'est une préparation. Bien schématisé. C'est une préparation et une organisation. Nous l'avons dit, ce n'est pas une déclaration de guerre contre un État quelconque, mais c'est une préparation à toutes les éventualités. Moi, je suis très clair, je n'ai aucune illusion. Le Niger est un pays en guerre et nous connaissons les acteurs qui agressent notre pays. Et notre devoir des citoyens, des patriotes, c'est de barrer la route à tous ces ennemis de notre pays en étant derrière nos autorités, derrière nos forces de défense et de sécurité, pour que notre pays reste un pays debout, pour que notre confédération soit une confédération qui va de l'avant, qui promet une véritable intégration sur tous les plans au niveau de cet espace. La question du terrorisme là, c'est juste une question de temps, Abdallah. Inch'Allah, on va venir à bout parce que quand tu connais un problème, tu as à moitié la solution. Ils vont continuer à agresser ça et là pour perturber. Mais avec la mobilisation générale, Inch'Allah, on va venir au bout de cette question de terrorisme. Pour finir, je vais revenir sur le dernier élément de Bana. Sincèrement, on constate un président de la République très très engagé. Et qui est sur tout le front. On constate certaines responsables au niveau des États, de l'État qui sont très très engagés dans la refondation. Notre souhait, nous voulons que cette dynamique de la refondation soit portée à tous les niveaux de l'État, dans toute administration, et que au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau des communes, au sein de la population, et de faire les suivis. Tout celui qui n'est pas véritablement engagé, il faut les dégager et les remplacer par un Nigérien ou une Nigérienne qui peut assumer la responsabilité. Les efforts des uns et des autres sont à louer. Mais il y a ceux qui traînent les pas. Donc il faut partir avec ceux qui sont véritablement engagés. C'est bien dit. Merci. Oui, Lamine, qu'est-ce que vous allez ajouter après ce point et on finit, hein? Et sur ce point, par rapport à l'engagement de... Qu'est-ce que désormais le comportement des citoyens? Le comportement... Bien écouter tout ce que le président a développé le comportement des citoyens, ce qui est souhaitable ici. Et vous savez, la fois dernière, l'avant-dernier débat, où je ne sais pas c'est lequel, nous avions beaucoup déploré ensemble le comportement de nos administrateurs, nos cadres au niveau institutionnel et même au niveau politique. Et ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre, justement, mes deux collègues l'ont dit, c'est quoi la refondation? C'est quoi les axes de cette refondation? Qu'est-ce qu'on veut refonder? Et avec quelle gouvernance, quel type de gouvernance il faut réussir cette refondation? Et je prends un exemple. Quand vous avez un administrateur ou un cadre d'une institution donnée qui passe le clair de son temps à copiner, à manœuvrer avec ses relations pour juste obtenir un poste de responsabilité ou parce que l'État a affecté un de ses parents dans une région quelconque et il pense que le meilleur endroit pour lui c'est de venir ici. Et vous allez trouver un responsable qui va prêter une oreille attentive à ce genre de doléances. Et on parle de refondation. Comme si là où on doit amener ce cadre-là, et cet administrateur, ce n'est pas le Niger, c'est un autre pays. Et on trouve une oreille attentive qui vient et qui trouve gain de cause
qui obtiennent gain de cause pour ses parents, ses amis, c'est tout. C'est des comportements comme ça, il faut qu'on essaie de les dénoncer et de les combattre. Okay. Le Niger, là, ce n'est pas seulement la capitale. Le Niger, ce n'est pas seulement les postes frontaliers. On est d'accord. J'arrive, monsieur Abdoulaye. C'est des choses, il faut les déplorer. Et où on peut seulement gagner pour soi-même. C'est tous les pays et les autres populations qui végètent dans des localités assez austères et qui ont besoin de plus de gouvernance, qui ont besoin de plus de suivi pour que certaines pratiques cessent, pour qu'elles soient à l'abri de la misère. Mais on les abandonne, on a même souvent tendance à croire que quand on t'envoie par exemple à Difa ou à Bilma, chez mon frère Sanusi, c'est une punition. Mais c'est le Niger. Et puis, on n'est pas sorti de ça. Donc c'est pour vous dire, il y a plein, les cas sont légion, il y a beaucoup de pratiques comme ça. J'ai pris juste un aspect pour illustrer, pour montrer que 3 ans après, ou 2 ans après, je vais dire, les gens ne savent pas c'est quoi la refondation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Au Burkina, ce n'est pas pareil. Puisque vous avez j'arrive. Au Burkina, ce n'est pas pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Abdoulaye, au Burkina, ce n'est pas pareil. Au Mali, c'est pas pareil. Chaque fois, on cite le cas du Burkina, c'est pas pareil. Mais oui, écoutez, mais on suit ce qu'il faut faire. Mais il faut que les autorités vraiment prennent des mesures rigoureuses. Lesquelles? Les mesures. On peut sanctionner. Voilà, il faut dire les choses. Mais quand on dit sanctionner, Abdoulaye, il faut dire les choses. Qui il faut sanctionner? Parce qu'on est dans un moment de vérité. Il faut dire les choses terre à terre. Et laissez-moi finir, s'il vous plaît. Les sanctions, là, quand on dit sanctions, c'est trop vague. Il faut identifier, il faut mener une véritable. Mais parce que ces personnes ne sont pas identifiées, je pose la question. Non, pas toutes les fois. Ah oui? Pas toutes les fois. Ah oui, mais tout à l'heure, Bana a donné un exemple. Non, j'arrive, pas toutes les fois. Non, il a dit tout à l'heure. Prenons l'exemple de ce que Bana a dit. Bana a dit tout à l'heure, il y a eu des changements qu'on a opérés à la tête de certaines institutions de l'État. Et il ne suffit pas seulement de changer les gens, il faut sanctionner, parce que quand on change quelqu'un, c'est que quelque part il y a une faute. Voilà ce qu'il a dit. Donc c'est un exemple. De quel type de sanction il faut le préciser. Écoutez, le détail là, je peux pas rentrer dans le détail de peur pas des trucs de glisser dans des trucs de bas étage. Mais je dis, il y a des pratiques qui ne sont pas, qui sont en porte-à-faux avec le système pour lequel nous sommes en train de nous battre de nuit. C'est pratique qu'il faut dénoncer. Mais il faut les identifier. Il y a un travail à faire. Très bien. Mais attends, quand le président s'est donné les moyens de se renseigner, il n'est pas sorti pour dire voilà comment, avec qui je travaille, voilà qu'est-ce que je fais. Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est le chef d'État le plus renseigné de la sous-région. Mais c'est comme ça aujourd'hui aussi. On doit instituer un véritable mécanisme pour avoir le retour de cette pratique anormale qui mettent à genoux notre pays dans les institutions. On le fait. Par exemple, ça c'est une veille qu'il faut faire. Tout à l'heure, Bana disait il faut mener une veille médiatique sur les réseaux sociaux pour voir quelles sont les personnes qui diffament le chef d'État et savoir quels sont ceux qui même appliquent qui appuient sur j'aime ou qui font des commentaires favorables. Là. Mais c'est un truc comme ça, il faut faire une veille institutionnelle pour savoir qu'est-ce qui s'est fait. On est d'accord. On peut le faire. Ce n'est pas quelque chose d'indispensable. L'État, quand il veut combattre des pratiques ou qu'il veut atteindre il se donne les moyens. Et le président de la République nous a montré qu'aujourd'hui, il s'est donné les moyens pour contrôler tous ceux qui même les points sensibles sur le plan sécuritaire dans d'autres pays qui ne dirigent pas. Aujourd'hui, il a des informations sur ça. Troisième, l'aspect sur lequel sur l'aspect sécuritaire, parlant si on sort du cadre de la gouvernance. Sur cet aspect-là, on a toujours dit que un mercenaire ou un terroriste ou une puissance étrangère ne peut pas venir frapper un pays tant qu'elle n'a pas de complicité interne. L'exemple de l'attaque de l'aéroport montre à suffisance que c'est avec des complicités internes que ça a eu lieu. Ces attaques, c'est pas possible. Mais même le terrorisme, s'il a prospéré aujourd'hui, si on peut parler encore, je n'aime pas le terme terrorisme, je préfère le mercenariat. Il a prospéré, comme la quête est en cours, on va voir le. Il a prospéré dans notre pays, au Mali ou au Burkina Faso, c'est parce que tout simplement il y a des gens qui trouvent leur compte et qui ont accepté de coopérer. Il faut regarder dans beaucoup de secteurs aujourd'hui. Dans beaucoup de secteurs, par exemple, quand on prend le secteur de transport, pourquoi l'État ne peut pas se donner les moyens de savoir qui rentre au Niger, même par la voie terrestre? Et quand tu viens au Niger, tu vas chez qui? On peut le faire.
Ça, il y a des pays, il y a des pays plus vastes que le nôtre qui ont fait, mais c'est un rappel, n'est pas toujours mauvais aussi de le faire. D'accord. Par exemple, quand vous voyez des activités, par exemple, même si ces activités génératrices de revenus, dans certains quartiers de périphérie, qui pullulent n'importe où, vous savez que la population même pour laquelle ces installations commerciales sont ont vu le jour, c'est qu'ils dépassent même la demande. L'offre, elle dépasse. Mais posez-vous des questions. Okay. Je prends un exemple aujourd'hui. Les commerces des produits de substances. Vous avez dans beaucoup de quartiers des choses, entre autres. Mais vous allez vous poser des questions. Un quartier où il y a plus de gens qui n'utilisent pas de gaz, mais il y a des gens de commerce de gaz. Par exemple, pour qui on fait ça? Vous pensez que quelqu'un va quitter le centre-ville pour aller dans la périphérie carrément de Niamey et il dit que bon voilà, il y a quelqu'un qui vend du gaz, ou vous trouvez des points de vente de produits pharmaceutiques. C'est sûr que ces activités, elles sont destinées, elles profitent à quelqu'un d'autre. Il faut que les gens renforcent la vigilance dans les quartiers. Quand vous voyez des nouvelles activités qui sont là, il faut chercher à comprendre, pas dénoncer. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est fait là-bas. Ou des boutiques qui restent ouvertes jusqu'à 2h, 3h du matin. Mais c'est suspect. Ou des stations d'essence à la périphérie. C'est fait pour qui? Vous attendez que moi je quitte la ville sans carburant et dans l'espoir que je veux trouver une station? Ce n'est pas fait pour moi, c'est fait pour à d'autres fins. Donc il faut que les gens aient un œil regardant. Et surtout sensibiliser dans les FAD à nos amis, nos voisins, parce que tous n'ont pas le même niveau de compréhension de ces enjeux sécuritaires. C'est à ça que je fais allusion. Très bien. C'est bien compris. Il faut sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent et puis ils peuvent participer à cette lutte contre les pratiques criminelles. D'accord. Voilà. Rapidement, le dernier mot, c'est moi j'ai un message à la fois aux autorités, mais aussi aux populations. Aux autorités, il faut renforcer la fermeté dans la répression de certains délits et autres. Il faut renforcer. D'accord. Parce que nous sommes fatigués parfois de voir l'aisance avec laquelle certaines personnes s'en prennent aux institutions de la refondation de manière impunie, sachant que ce n'est pas un appel à dire qu'il faut museler non, il y a des moments dans lesquels on doit savoir faire la différence entre ceux qui renforcent le pays et ceux qui l'affaiblissent. Lorsque notre pays est attaqué, on devrait avoir une position c'est de manière instinctive que nous devons nous constituer en bouclier pour protéger notre pays, ses institutions. Il y a des moments où c'est permis de faire certains débats, mais sincèrement, il faut renforcer la protection de nos institutions. Sur le plan, que ce soit sur le plan physique, mais c'est également sur le plan de l'arsenal juridique. On a dit tout à l'heure qu'il faut une évolution de notre droit. D'un droit normal d'un pays à un droit d'un pays qui fait face à une lutte asymétrique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas réprimer le trafic, par exemple, de carburant de la même manière qu'il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas de terrorisme. Aujourd'hui, celui qui prend l'essence, comme il vient de finir avec ça, pour aller permettre à ce que ça soit vendu à terrorisme, on ne peut pas l'appréhender de la même manière qu'avant. Donc il faut vraiment faire évoluer le cadre juridique. Aux populations, il faut qu'ils comprennent. Le président l'a martelé. Il dit qu'il est prêt à donner sa vie. Moi, c'est quand je l'écoutais qu'un chef d'État rappelle encore 3 ans après qu'il est prêt à mourir pour la cause de la refondation. J'invite tous les Nigériens à avoir cette attitude d'être prêts à risquer la vie pour que nos générations futures puissent vivre dans un pays digne, libre et souverain. D'accord, merci. Oui, Bassanusi, rapidement. Merci beaucoup. Moi, mon premier message, c'est à l'endroit de l'ensemble des organisations qui sont impliquées dans le processus de la refondation, d'internaliser les messages du chef d'État, du président de la République et de servir de relais pour que ces messages soient largement diffusés, expliqués et que les populations soient conscientisées sur les enjeux
liées à ces messages dans le coin et le recoin de notre pays. D'accord. Ça, vraiment, il est attendu de toutes les organisations de la société civile. D'accord. À la population, plus de mobilisation et d'engagement dans le cadre de la défense de la patrie. Dans chaque village, chaque commune, chaque département, chaque région au niveau national, c'est que nous sommes en train de faire. Toutes les actions de mobilisation, y compris les actions de prière, de kunut, que ça soit renforcé pour défendre notre patrie. Et au niveau du président de la République, que les instructions soient données. Au niveau du gouvernement, chaque ministère sectoriel, chaque institution, qu'on fait un état de lieu. C'est ce qui marche et c'est ce qui ne marche pas par rapport à la refondation. Les mauvais comportements, les mauvaises pratiques, qu'on les identifie et qu'on prend les mesures qui s'imposent pour la bonne marche de la refondation de notre pays. Moi, j'ai la conviction que nos communautés, elles sont très engagées dans ces combats. Et à tous les niveaux. Vraiment, c'est ce que je souhaite. Et surtout à la presse. La presse. À la presse écrite, à la presse audiovisuelle. De renforcer son travail pour vraiment contribuer à barrer la route, la guerre communicationnelle contre notre pays. Bien expliquer ce qui se passe dans notre pays et toutes les communications du président, des autres responsables au niveau de l'État, que ça soit porté. Voilà ce que j'ai à dire. Si aussi vous me le permettez, un dernier mot, les parents de ceux qui sont à l'extérieur, qui sont devenus des terroristes. Ce n'est pas tout le monde. Il y a ceux qui, c'est un appel. Vraiment, il faut attirer leur attention. D'accord. Voilà. Merci Sanoussi pour votre contribution à ce débat Bana. Merci aussi vraiment pour votre contribution. Lamine, merci infiniment pour votre contribution, tout ce que vous avez développé sur ce plateau. Merci. On a vu la grande interview du chef de l'État, vous l'avez tous dit, qui a été bien suivie, que ce soit de l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. En tout cas, il y a eu beaucoup d'informations, qu'aujourd'hui les gens sont sensibilisés sur ce qui est en train de se passer, notamment sur cette question de sécurité, de terrorisme, en tout cas qui nous préoccupe beaucoup. Et vous l'avez dit, il faut internaliser, c'est ce qu'il a dit, ce message partout à travers le pays. Je pense que ça c'est le rôle des autorités régionales et même nationales et de tout un chacun au niveau des structures de la société, vous l'avez dit, pour que les gens comprennent vraiment de quoi il s'agit. Et ainsi, c'est sûr et certain qu'il y aura des résultats par rapport à ça. Les changements, vous l'avez dit, il y a des choses qu'il faut, des mesures qu'il faut prendre, ça c'est la vérité, puisque quand on parle de refondation, je crois que Lamine l'a dit, il y a des comportements qu'il faut adopter. Et je pense que avec ce que le président est en train de faire, c'est sûr que beaucoup de choses vont bouger. Vraiment, merci à tous. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et nous poursuivons notre série de débats sur le décryptage de la grande interview du chef de l'État. Rendez-vous est pris dès le jeudi prochain. Excellente soirée à tous. Au revoir.